C'est-à-dire quoi EPS? Physique et sportive. Physique et sportive. Nous ne pouvons plus continuer sans penser à un changement de société. Quel projet action porter pour ne pas désespérer la jeunesse d'un futur impossible? Cette crise écologique questionne aussi notre discipline sur les aménagements nécessaires, sur les choix de matériel, la construction de gymnases verts, sur nos projets d'éducation physique et sportive et sur le sport scolaire. Que pouvons-nous changer dans nos pratiques? Comment éduquer à l'écologie dans et par les activités physiques et sportives? Les leçons de morale sont-elles la solution pour sensibiliser les élèves pour que l'enjeu écologique ne reste pas au stade des intentions, mais passe au stade de l'action? Une soirée pour réfléchir à notre contribution en tant que discipline et enseignant à cette question sociétale fondamentale. Alors ce soir, pour en parler avec nous, plusieurs invités. Julien Rivoire, représentant du SNES SUP FSU au conseil d'administration d'Attaque France. Benoît Chézy, de la direction nationale du SNEP FSU. Guillaume Hollard, qui est professeur d'EPS dans l'Académie de Grenoble. Benoît Fayard, qui est professeur d'EPS dans l'Académie de Lyon. Nathalie François, du groupe équipement du SNEP FSU. Alors, avant de se lancer ce soir, notre première rubrique, l'actu. Bonsoir Angelco Zvedrine, donc tu es secrétaire national du SNEP FSU. Alors avant de rentrer vraiment dans le cœur de notre soirée de l'éducation physique et sportive, ma première question concerne les élections professionnelles. On vient juste de sortir d'une phase importante d'élections professionnelles. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments des premiers résultats que vient d'obtenir la FSU suite à ces élections professionnelles? Et donc, à toi la parole. Bonsoir à tout le monde. Écoute, je vais pas rentrer dans les analyses et les chiffres trop précis. À ce stade, ce que je peux dire, c'est que le scrutin de ce mois de décembre s'est déroulé dans le contexte qui est créé par la loi de transformation de la fonction publique, dont l'objectif premier a été d'affaiblir le fonctionnement démocratique dans toute la fonction publique. La création, dans ce contexte-là, de la commission administrative paritaire de second degré unique et la fusion des comités techniques académiques et les commissions d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans une nouvelle instance qui s'appelle comité social d'administration sont la conséquence de cette transformation. C'est dans ces deux instances où les personnels se verront représentés par les élus. Malgré la suppression des CAP EPS, de très nombreux élus du SNEP FSU, au sein des délégations FSU évidemment, cette fois-ci, défendront à la fois les carrières des collègues et tout ce qui s'y rattache, mais aussi la place de l'EPS et du sport scolaire au sein d'un projet et d'une vision de l'école. Pour terminer sur la question des élections, malgré la baisse quasi programmée, pour ainsi dire, en raison de la lourdeur du vote électronique et de trop nombreuses pannes empêchant et autres bugs empêchant des collègues de voter, le SNEP et la FSU sortent premiers de cette échéance électorale dans l'éducation, évidemment. Merci Angelco. Alors, le SNEP FSU œuvre pour la démocratisation du sport et vous avez depuis 3 ans lancé notamment par exemple une semaine de l'éducation physique et sportive pour une jeunesse plus sportive dont l'éducation physique pour tous et toutes est le premier temps incontournable. Mais dans cette soirée sur EPS et écologie, j'aimerais vous questionner un petit peu sur les grands événements sportifs. Nous sommes à 3 jours de la fin du mondial et de football.
Et dans le dernier texte que le SNEP a adopté, vous êtes quand même assez critique, on peut dire même très critique sur ce mondial-là, sur le non-respect des droits humains et l'annonce, notamment par le Guardian, de 6500 morts, sans compter bien sûr les blessés. Vous dites dans le texte qui est publié, gabegie écologique d'une Coupe du Monde dans des stades climatisés en plein désert, avec des vols de 160 avions par jour pour que les supporters rejoignent leur hébergement. Elle contribue à l'aggravation de la crise climatique et participe de la crise de confiance de la population vis-à-vis du monde des nantis. Ils peuvent tout se permettre, alors que les crises énergétiques à venir imposeront des restrictions à chacun et chacune. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur votre idée des grands événements à l'aune des JOP 2024? Bruno, d'abord, en préambule, si j'ose dire, le SNEP FSU n'a aucun problème avec le football. Par contre, avec un certain type d'événements, comme la Coupe du Monde au Qatar, nous avons un véritable problème. Ainsi, cette Coupe du Monde, tu l'as dit, a généré un positionnement de notre syndicat. J'évoque ici quelques éléments de notre texte que tu as mentionné, qui était voté au dernier Conseil délibératif national, et chacune peut trouver l'intégralité de ce texte sur notre site Internet. Concrètement, nous avons dénoncé, tu l'as dit, le non-respect des droits humains et de très nombreux, des milliers de morts sur les chantiers, la faillite politique et morale des instances du football et de la FIFA en particulier. Par ailleurs, mais aussi, le SNEP FSU s'est associé à toute démarche appelant au boycott diplomatique de l'événement. Chacun et chacune aura remarqué les déplacements quasi quotidiens de notre président de la République et de la ministre des Sports à Doha, au Qatar. Et je dirais, compte tenu de tout cela, notre appel a d'autant plus de sens que dans l'actualité, le scandale de corruption vient d'éclater au sein du Parlement européen. Pour terminer rapidement sur cette question, les procédures de désignation de ce que nous appelons événements sportifs internationaux, dont la Coupe du Monde, évidemment, fait partie du football, doivent être rapidement revues. Elles doivent être rénovées et surtout démocratisées pour prendre en compte l'ensemble des enjeux, d'abord celles qui sont liées à l'activité, aux disciplines sportives, culturelles et sportives au départ, mais aussi politiques, économiques, sociaux et environnementaux, à très court, mais aussi à très long terme. Nous pensons que les acteurs et actrices du sport et les citoyens et citoyennes doivent être porteurs et porteuses de ces choix, que nous devons prendre ces choses en main, en sachant que les enjeux sont actuellement soumis aux seuls enjeux financiers et géopolitiques. Et le SNEP FSU, évidemment, entend continuer à s'inscrire dans un certain nombre de revendications à ce niveau. Merci Angelco. Alors, dernière question, vraiment en 2 minutes là. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'agenda politique du SNEP après cette période de pause hivernale? Agenda politique, agenda syndical, je dirais surtout, puisque je vais dire 2 mots sur ce qu'on peut appeler l'action syndicale. D'abord, une journée de grève et de manifestation a été posée dans l'éducation pour le mardi 17 janvier. La FSU et ses syndicats veulent que les questions de l'éducation demeurent largement visibles malgré le contexte social qui risque de s'animer. Concrètement, la question des salaires des enseignants est une question. Nous pensons que les salaires des enseignants doivent être revalorisés au regard de la forte diminution du pouvoir d'achat. Je ne développe pas, je dirais historique maintenant, et pas seulement au regard de l'inflation actuellement en cours. Ensuite, la future réforme du collège, à titre d'exemple, pour en extraire 2 points, la future réforme du collège qui s'annonce doit pouvoir nous permettre d'avancer sur nos revendications, notamment car c'est le même esprit qui risque de l'animer que la réforme de la voie professionnelle actuellement en cours, qui affaiblit très clairement le service public, c'est-à-dire le service pour tous. Pour ce qui nous concerne plus particulièrement dans notre discipline, la place de l'EPS, notre revendication notamment des 4 heures d'EPS sur toute la scolarité, les problèmes de façon plus conjoncturelle, des problèmes liés au quotidien et aux conditions de travail, par exemple de chauffage des équipements sportifs et de leur indisponibilité dans la période hivernale, toutes ces questions disciplinaires doivent continuer à nous mobiliser. Et de leur sur un autre point, en sachant qu'il risque d'être majeur dans le contexte des paysages sociaux et politiques,
nous nous inscrirons dans toutes les initiatives unitaires qui vont probablement être programmées contre la réforme des retraites annoncée. Merci, Delco. Alors, on entre maintenant dans le vif du sujet. Je précise, ironie du sort, peut-être, on a régulièrement des coupures d'électricité là où nous sommes. Donc, si vous voyez un écran noir arriver, ne vous inquiétez pas, on relance le processus pour pouvoir à nouveau continuer la soirée. Alors, deuxième petit élément, un petit peu de fonctionnement pour ce soir. Nous vous encourageons, vous savez, à partager à la fois sur les réseaux sociaux, à commenter, à poser des questions. Et on a Dominique qui suit ça avec attention et qui pourra nous renvoyer tous ces éléments afin qu'on puisse, dans la soirée, questionner à nouveau nos invités. Alors, Julien Rivoire, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, tu es membre du CSFSU, du CSUP, et tu es aussi membre au conseil d'administration d'Attaque France. Et alors, tu fais partie des artisans du collectif Plus Jamais Ça, avec 18 responsables d'organisations syndicales, environnementales, d'associations, donc Greenpeace, la CGT, Attaque, etc. Et vous avez rendu public une tribune qui invite à se saisir de la crise pour penser le jour d'après et la reconversion sociale et écologique en France et dans le monde. Alors, nous sommes actuellement dans une nouvelle phase dite d'anthropocène. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus comment se caractérise cette nouvelle phase de l'histoire humaine? L'homme a pris le pouvoir sur l'environnement et la planète, brûle, les glaciers fondent et certains territoires vont disparaître sous les eaux. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la situation? Merci d'abord de l'invitation et de l'organisation de cette soirée qui me semble très importante. On a deux défis environnementaux à relever. Le premier, ton introduction le montre bien, c'est le défi du réchauffement climatique, c'est-à-dire l'augmentation de la température moyenne sur notre planète. C'est un processus qui est déjà là, qui est en cours, qui est la conséquence des activités humaines. C'est pourquoi on parle d'anthropocène. Phénomène de réchauffement en cours, c'est-à-dire que les températures ont augmenté de plus de 1,1 degré sur Terre comparé à l'ère pré-industrielle. C'est une moyenne, puisque en France, l'augmentation aujourd'hui est de 1,5 degré. C'est une hausse plus faible au-dessus des océans et donc une hausse différenciée en fonction des situations sur l'hémisphère. Et les perspectives sont malheureusement assez sombres, puisque les rapports du GIEC indiquent une trajectoire de hausse à plus de 3 degrés, plus de 4,5 degrés, suivant les options, suivant ce qu'on fait. Si on continue comme cela, ça veut dire quoi continuer ainsi? Ça veut dire continuer un modèle de production qui est basé sur les énergies fossiles, qui sont responsables des émissions des gaz à effet de serre, en tout cas du CO2, mais c'est aussi continuer un modèle agricole agro-industriel qui surproduit de la viande et donc beaucoup d'émissions de méthane ou de l'azote, qui sont des gaz notamment liés aux engrais. Puis le deuxième phénomène, dont on parle un peu moins, c'est l'effondrement de la biodiversité. Alors, en ce moment, il y a la COP15 au Canada, mais ça n'a pas forcément fait la une des médias. C'est moins tangible aussi. Alors peut-être qu'on peut le rendre plus concret avec je dirais, le paradoxe du pare-brise. C'est-à-dire qu'on est très content aujourd'hui de voyager et de faire des kilomètres sur les autoroutes. Et on a un pare-brise qui est très propre. Il y a 20 ans, on faisait 500 bornes et le pare-brise, il était plein d'insectes sur le pare-brise qui était écrasé. Et c'était plutôt une bonne nouvelle, en fait, parce qu'on a besoin des insectes. Et au-delà des insectes, l'effondrement de la biodiversité, c'est la disparition d'un certain nombre d'espèces vivantes, animales, végétales, et donc des écosystèmes qui se dérèglent. Et le problème, c'est surtout la vitesse avec laquelle tout ça se dérègle. Et notamment parce qu'il y a un lien entre climat et biodiversité. Le réchauffement a d'une part des conséquences sur la biodiversité. Par exemple, en France, on a plein de châtaigniers qui sont en train de mourir et d'autres essences d'arbres parce qu'elles sont attaquées par des champignons qui se développent parce qu'il n'y a plus suffisamment de gel. On a des forêts qui sont aujourd'hui moins résistantes aux sécheresses et aux vagues de chaleur. Et en l'absence de biodiversité, en retour, nos écosystèmes sont plus vulnérables. Il y a des études qui montrent là maintenant que les forêts en monoculture sont plus fragiles vis-à-vis des feux de forêt, mais aussi que les prairies, quand elles ont une pleine biodiversité, sont plus résistantes
vis-à-vis des vagues de chaleur. Donc la biodiversité, c'est aussi un moyen de s'adapter, en tout cas de résister un peu mieux au dérèglement climatique qui vient, et puis de résister aux risques alimentaires qui nous pend au nez si on continue comme ça. Donc, pour résumer, on a une crise écologique d'ensemble qui met en cause nos conditions de vie sur cette planète. Ce n'est pas tant la planète qui est en danger, hein, c'est bien nos sociétés, la vie telle qu'on la connaît, la vie humaine. Et donc, il y a nécessité d'une rupture, d'une bifurcation vers des modèles de production, de consommation qui vont prendre en compte les limites de notre planète et qui respectent les écosystèmes. Alors, pour continuer, je voudrais m'appuyer sur une citation de Frédéric Lordon dans un article du Monde diplomatique, There is no alternative. D'ailleurs, nous allons partager le lien de cet article à nos auditeurs. Frédéric Lordon dit dans cet article-là, je le cite, « Le souci de la planète, souci qui s'est découvert tardivement, la classe qui n'avait pas de souci. Elle n'avait rien trouvé à redire à la destruction de la classe ouvrière. À l'évidence, ce n'était pas un motif suffisant ni pour s'inquiéter, ni encore moins pour incriminer le capitalisme. Mais la canicule et la suffocation n'ont pas le discernement de ne concerner que les pauvres, et la donne commence à changer. La bourgeoisie urbaine qui prend l'avion pour le week-end et se fait livrer en Deliveroo sans un battement de cils voit ses rosiers secondaires cramer, sa marmaille congestionnée de bronchiolite et son effroi grandir à la lecture de la tiraille du Monde qui, rapport du GIEC à l'appui, l'informe régulièrement que bientôt il sera trop tard. Dans ce contexte, on nous propose comme projet politique un greenwashing ou la politique des petits gestes. Finalement, une dissociation de la question des politiques économiques et du capitalisme de l'écologie. Dans son texte, il relie la résolution de la crise écologique à la fin du capitalisme. Devenir écologiste, c'est sortir de la société capitaliste. Dans ce contexte, quel projet avons-nous, nous, la FSU, pour rendre finalement un projet désirable pour demain? Alors, question complexe, mais c'est un enjeu important effectivement que de répondre à cet enjeu de rendre désirable, hein, en tout cas, une perspective. Premier élément, sur ce qui est évoqué par la citation de Frédéric Lordon, moi je ferai l'écho avec les manifs des jeunes qui ont marqué, ou en tout cas qui ont mis en valeur le mouvement climat, et qui avaient pour slogan principal « Changer le système, pas le climat ». Quelque part, il disait la même chose. Il faut bifurquer, changer la trajectoire de nos sociétés pour du mieux, pas forcément du plus, davantage de liens sociaux et peut-être moins de biens matériels. Cela veut dire concrètement deux choses. Réfléchir, ou en tout cas bifurquer, aller vers un système productif qui réponde avant tout à nos besoins sociaux, et donc pas au profit. Ça veut dire qu'on ait un système productif qui soit piloté, pas pour satisfaire la volonté d'une petite minorité qui accapare les richesses et qui, par ailleurs, émet davantage de CO2, mais bien un système productif qui réponde aux besoins de l'ensemble. Ça veut dire combattre les inégalités. Je crois que ça, c'est un élément central. On est tous dans le même bateau, on est tous sur la même planète, certes, mais on n'a pas la même place. Il y a un certain nombre d'études qui sortent depuis quelques années et qui montrent que 10% des plus riches aujourd'hui émettent à eux seuls la moitié des gaz à effet de serre sur la planète. Et c'est pareil à l'intérieur même de nos sociétés où les écarts, les responsabilités sont très différenciées suivant notre position sociale. Or, les politiques publiques, tu l'as dit tout à l'heure, les politiques publiques ont tendance à ne pas prendre en compte ces inégalités et à s'adresser à tous et à toutes sans distinction, voire elles culpabilisent parfois même les plus pauvres d'entre nous. Par exemple, on a des politiques publiques, je ne sais pas si vous le savez, mais qui ne taxent pas le kérosène des avions, y compris des jets privés. Par contre, vous avez des taxes sur l'essence qu'on met dans notre voiture. Donc, on voit bien qu'on a des usages qui sont réservés à une minorité d'ultra-riches et qui, en fait, bénéficient de politiques publiques. Et les gestes individuels, même s'ils sont importants, etc., il n'y a pas de souci, il ne s'agit pas de s'opposer à ça, mais ça n'aura pas de sens si les politiques publiques ne sont pas au rendez-vous. On doit pouvoir
insister sur la responsabilité structurelle de nos politiques publiques. Ça n'a pas de sens de demander des efforts individuels si on continue à faire des traités de libéralisation qui vont favoriser les échanges sur la planète, si on ne permet pas la relocalisation de la production, si on ne fait pas en sorte que la production respecte des normes environnementales qui soient exigeantes. Puis le deuxième élément, c'est de sortir du productivisme. Hein. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas simplement de rompre avec le capitalisme, on pourrait dire, mais ça veut dire repenser aussi ce pourquoi l'économie est là, hein, à quoi elle sert et pourquoi on produit. Il n'y aura pas de solution technologique, par exemple, si on ne modifie pas notre rapport au monde et le rapport au monde qui nous entoure. Si on ne prend pas en compte la limite, les limites planétaires. Par exemple, tout électrique, ça ne va pas aller. C'est-à-dire que tout le monde ne pourra pas, sur cette planète, à 8 ou 9, voire 10 milliards d'habitants sur cette planète dans quelques décennies, avoir une voiture électrique. On n'a pas les ressources. Donc, ça veut dire repenser aussi les modes de transport, favoriser les transports collectifs, les transports doux, la marche, relocaliser aussi les lieux de production par rapport à nos lieux d'habitation, etc. Donc, c'est effectivement, ça peut être gigantesque. Bon. Et donc, j'en viens à ce que tu poses, c'est comment on fait pour rendre désirable? Parce que ça peut être assez angoissant. Je veux dire, on a des sécheresses, des difficultés à vivre aujourd'hui. On n'a pas forcément d'eau dans cet été dans un certain nombre de territoires, etc. Bon, et puis, on voit bien qu'il faut tout changer. Bon. Nous, à la FSU, on n'a pas les réponses magiques. On pense qu'il y a un certain nombre de principes à avoir. Un, qu'on a besoin de travailler en commun, par exemple, entre mouvements syndicaux et mouvements écologiques, de se rencontrer, même si on n'est pas d'accord sur tout, mais de confronter, discuter, réfléchir ensemble. Deuxième principe, c'est qu'on doit absolument intégrer la contrainte écologique et intégrer le principe de justice sociale. Oui, il faudra produire moins, transporter moins, consommer moins globalement, mais ça ne peut se faire que s'il y a une toute autre répartition des richesses. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population non négligeable. Aujourd'hui en France, il y a plus de 9 millions de pauvres. Ce n'est pas eux qui doivent consommer moins. Et voilà. Donc, il y a une répartition des richesses et c'est un principe important à l'échelle de notre société, mais aussi entre les pays nord-sud. Il y a une question aussi, autre principe, question démocratique. On pense que les choix productifs, ils doivent être soumis à la délibération démocratique. Et qu'on pense par exemple que les salariés dans les boîtes, mais aussi que les agents de la fonction publique, les enseignants, etc., les usagers des services publics sont les mieux placés pour dire comment on peut imaginer les services publics de demain, ou comment, quand on est salarié d'une boîte, comment on peut imaginer la production de demain, etc., pour qu'elle soit écologiquement plus garantissant ou en tout cas protégeant notre écosystème. Et puis, dernier élément, je conclurai là-dessus, mais ça fera le lien, je pense, avec la suite, c'est qu'on pense à la FSU qu'il faut beaucoup plus de services publics, que les services publics, c'est une arme magique, alors magique, peut-être pas magique, mais formidable, pour à la fois s'adapter aux dérèglements climatiques, parce que les services publics, c'est aussi la garantie de l'égalité d'accès aux besoins essentiels. C'est très utile pour repenser l'aménagement du territoire, pour faire en sorte qu'on se déplace moins, etc. C'est aussi parce que les services publics, par exemple, le service public d'éducation, c'est un service public qui est dégagé de la contrainte de l'intérêt immédiat du privé. On peut penser les formations pour dans 10 ans, pour dans 15 ans, etc. Si on met, comme ça veut être fait aujourd'hui par ce gouvernement, mettre la formation professionnelle en détruisant les lycées pro sous contrainte des intérêts patronaux, forcément, les patrons ils vont pas réfléchir à quels sont les besoins dans 10 ou 15 ans. Or, la bifurcation, on a besoin de penser sur le temps long. Le temps long, c'est les services publics. Puis, dernier élément, le service public, c'est aussi une arme économique formidable. On a des dépenses publiques d'investissement qu'on pourrait faire et de fonctionnement qui sont énormes. C'est 9% du PIB en France. Hein. Alors, imaginez, si on conditionnait tout
que les dépenses des services publics à des impératifs écologiques et sociaux. C'est des ressources importantes qui iraient, par exemple, dans le bâtiment pour isoler les bâtiments publics. C'est bon pour les services publics, pour les usagers, pour les agents du service public, mais c'est bon aussi pour le secteur du bâtiment, ça crée des emplois, etc. On pourrait faire la même chose sur la question de la cantine. Si nos cantines, on mettait les moyens pour se servir auprès d'une agriculture paysanne, je crois que c'est vraiment important. Il n'y a pas de fatalisme environnemental, on a des solutions. Notre avenir, il dépend des choix politiques, donc ça dépend beaucoup de nous. Alors bien sûr, c'est là où les difficultés, elles peuvent venir, hein, c'est notre capacité à convaincre nos collègues, notre environnement, etc., autour de nous, et puis notre capacité à nous opposer aux intérêts de ceux qui profitent du système. Et là, bien sûr, on sait qu'il y a des intérêts derrière, de grands groupes, par exemple, qui n'ont rien envie de changer. Donc, je viens de voir que tu es membre du SNESUP et du Conseil économique d'attaque, hein, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Conseil d'administration, pardon. Voilà. Non, c'était un lapsus révélateur justement, notre intention était d'avoir un premier temps où on allait essayer de relier ces questions sur la crise écologique et les questions de justice sociale, donc de la crise économique. Les deux, tu as montré justement que les deux ne peuvent pas se dissocier. Il va falloir réfléchir et travailler à cette question-là. Et justement, le syndicalisme est un des lieux de la réflexion pour essayer d'inventer et justement de relever le défi de se devenir désirable, quoi. Alors, je peux continuer avec toi, Benoît Chézy. Donc, tu es membre de la direction nationale du SNEP-FSU et tu fais partie aussi d'un collectif qui se nomme Éco-syndicalisme, qui a été créé au sein du SNEP. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pour le SNEP sur quoi vous avez commencé à travailler et qu'est-ce que le SNEP a apporté lors de son dernier congrès en Corse sur les questions de l'écologie? Bon, je vais présenter une partie de ce qu'on a fait, de ce qu'on a débattu, discuté. La première conviction qu'on avait à l'origine de ce groupe, c'est qu'il doit y avoir tout un travail qui doit se poursuivre pour que chacune prenne conscience de l'urgence devant laquelle on est. Il y a encore beaucoup de travail et le changement climatique avec sa kyrielle, entre guillemets, hein, de désagréments, devrait inquiéter une fédération, un syndicalisme comme le nôtre, pour lesquels c'est une question de survie. Une fédération qui a des visées progressistes comme la nôtre doit traiter comme une question de survie l'ensemble des thèmes qu'elle entend défendre. Quelle activité physique quand les épisodes caniculaires se multiplient et débordent hors des périodes de vacances scolaires? On pourrait rajouter en ce moment quelle éducation physique dans les gymnases à 4 degrés. Quelle éducation physique d'élèves qui n'auront pas dormi de la nuit dans des appartements surchauffés, dans des quartiers urbains, véritables îlots de chaleur. Quelle place de l'égalité pour les droits pour les femmes et les hommes, comme nombre de personnes devront se déplacer face aux conséquences du réchauffement climatique. Donc il y a vraiment pour nous un premier travail d'identification et de se mettre d'accord sur des grandes directions. Alors on peut appeler ça, là en ce moment, c'est sobriété, frugalité, etc. En tout cas, cette question d'une société qui fait plus du carbone son carburant principal, pour ses loisirs, pour son éducation, etc., ne peut se faire sans un combat majeur pour la justice sociale. Et Julien en a parlé. Dans pas longtemps, là, on ne pourra pas avoir quand même des locations de montagne surchauffées avec des hammams, sauna, jacuzzi, quand nos élèves n'ont plus accès à la piscine parce que ça coûte trop cher de la faire chauffer. On ne peut pas avoir des panneaux publicitaires allumés autour du SNEP-FSU là, alors que nos écoles vont subir des délestages. Voilà, il y a vraiment la question, bien sûr, de transformation radicale de notre société, mais celles-ci n'auront de sens et d'ailleurs ne seront comprises que si elles sont menées avec une justice sociale qui est première dans ces transformations. Et c'est notre souci, parce qu'on ne voulait pas que, bien sûr, une piscine, ça coûte. Bien sûr que ça coûte de l'énergie, qu'on dépense des fois du carbone, mais l'enjeu social pour les élèves, il est énorme. Et donc, le SNEP-FSU formalise son travail dans le bulletin avec un article depuis 2019 dans chaque bulletin. Ça se traduit aussi par des stages, de la formation, et ça aboutit à un texte à notre dernier congrès
qui essaye de formaliser un peu les choses, de ramasser un peu ces questions-là. Ce texte s'appelle « Bifurcation écologique, une urgence pour toutes et tous ». Pour nous, il dresse un constat sérieux. Je ne suis peut-être pas très objectif, mais il me paraît assez sérieux, en tout cas, le constat. Mais également, nombre de pistes qui nous paraissent sources et porteuses de sens, en tout cas, que ce soit sur le PS, l'association sportive, les équipements sportifs, on verra par la suite, le fonctionnement aussi des établissements scolaires, mais aussi, par exemple, le fonctionnement interne de notre syndicat. Merci Benoît. Alors, centrons-nous un petit peu plus sur les questions de l'éducation physique et sportive. On a déjà plusieurs questions dans le chat sur cette articulation. Nous avons prévu justement de traiter ces questions-là dans une deuxième partie de la soirée. Merci beaucoup pour vos réactions. Alors, dans le monde de l'éducation physique et sportive, on a déjà plusieurs organisations. Je pense à la EPS qui allait réaliser une journée de travail, notamment en Bretagne. Il y a eu aussi la revue EPS qui a publié un dossier assez important sur ce sujet-là. On voit qu'il y a plusieurs façons d'entrer dans le sujet. Éducation à l'environnement, EPS développement durable, engagé pour la planète. Alors, la question que je voudrais te poser, c'est finalement pour le SNEP, quel est son point de vue sur les pratiques? Quelles sont les pistes de réflexion que vous avez commencé à construire au sein de votre collectif de travail? Alors, on va nous pose quelques réflexions. Voilà ta phrase d'introduction. La première question, c'est qu'on voit que ce sont les acteurs de l'EPS et que notre administration ne produit rien, n'anticipe rien et se retrouve aujourd'hui bien dépourvu devant les fermetures de piscines qui s'enchaînent, devant un certain nombre d'événements où on est obligé de décaler le brevet parce que nos bâtiments ne sont pas adaptés à des températures trop chaudes pour faire passer un examen. Alors voilà, le premier constat qu'on fait, c'est surtout dans les initiatives que tu as citées, c'est qu'il n'y en a pas une qui concerne notre administration et c'est bien le problème quand même. La deuxième, c'est que pour poser des perspectives, il est aussi important d'avoir une idée assez claire sur les constats. Et aujourd'hui, il y a quand même encore du flou dans les têtes, on va dire, sur cette question-là. Il y a besoin d'avoir un ordre d'idée. Enfin, on peut s'épuiser à faire des actions en fait, qui n'ont que peu d'impact, alors que d'autres ont un impact extrêmement important. Obtenir d'une collectivité qu'elle change son système de chauffage d'une piscine aura un effet bien plus significatif que passer son temps à râler après les collègues qui n'éteignent pas les écrans dans la salle des profs le soir. Voilà, il faut avoir en tête cette question-là pour ensuite poser quelques perspectives. En troisième réflexion, il y a bien un sujet à discuter sur la question climatique et environnementale qui, pour nous, ne peut pas relever d'éducation A, comme c'est sur l'éducation à la sécurité routière, l'éducation à l'égalité pour les filles et garçons, qui se fait des fois pour nous assez mal, et qui des fois se résume tu l'as dit un peu en introduction, à des leçons de morale ou de bon comportement sur cette question-là. C'est bien pour nous d'un autre rapport au monde, d'une autre société dont il est question, mais surtout d'apprentissage concret, tangible, émancipateur, et pas d'une EPS qui serait au service d'eux, et que les élèves sont au service de... Voilà, on n'apprend pas à faire du vélo, on s'arrête tous les 500 mètres pour ramasser les déchets sur le parcours de notre vélo. D'ailleurs, il y avait une opération subventionnée par un centre commercial qui chaque année offre des sacs poubelles à des écoles primaires qui font de l'éducation à l'environnement, sponsorisée par un grand commerçant. Voilà, rien que le terme d'ailleurs développement durable pourrait faire l'objet d'un long débat, tellement ça nous semble marqué par un libéralisme qui ne veut pas de remise en cause trop frontale en tout cas de son fonctionnement. Merci Benoît.
Nous avons avec nous ce soir 3 invités qui ont des propositions concrètes et qui, j'espère, vont pouvoir répondre à d'ailleurs de nombreuses questions qui ont été évoquées par les collègues sur le chat. Alors, Guillaume Mollard, qui est professeur d'éducation physique de l'Académie de Grenoble et qui nous parlera justement de sport scolaire. Benoît Fayard, professeur de PS à l'Académie de Lyon et qui nous fera des propositions sur l'éducation physique et sportive et des questions justement d'une éducation à l'écologie. Et Nathalie François, qui est aussi secrétaire nationale, mais qui est justement du groupe équipement du SNEP-FSU. Alors, Nathalie François, je voudrais commencer par toi sur cette soirée-là. Le groupe équipement a publié un ouvrage qui s'appelle Reset. Votre ambition, c'est d'allier transition environnementale des équipements et amélioration des conditions de pratique des élèves. C'est-à-dire que vous faites la démonstration que cela permet de faire des économies, de participer à la bifurcation écologique et d'avoir une amélioration de la qualité de l'éducation physique et sportive. Donc, vous relevez finalement 3 défis clés pour toutes les collectivités qui voudraient construire de nouveaux gymnases. Alors, ma première question, c'est si je suis professeur de PS dans un collège ou dans un lycée et que j'ai déjà une installation sportive qui est construite, qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer, pour travailler sur cette question-là? Avant de démarrer mon propos, je voudrais juste rappeler un bref état des lieux pour montrer comment l'EPS, le sport scolaire, mais aussi le monde sportif et associatif ont un rôle à jouer dans le virage nécessaire pour la transition environnementale. On sait qu'il y a énormément d'équipements sportifs, hein, il y a plus de 66 000 gymnases, 6 000 bassins de natation, etc. Et tout ça, ce sont des équipements qui doivent être chauffés. Notamment chauffer tous ces équipements et les entretenir, c'est 24% des consommations d'énergie pour une commune et puis 53% des consommations des intercommunalités, bref, interco, voilà. Donc, vous voyez bien que l'enjeu est très grand. Donc, pour nous, il y a un premier enjeu, c'est de lutter contre les passoires thermiques, parce qu'effectivement, les équipements sportifs sont très vieux. Hein, la majorité des équipements sportifs, hein, 85%, ont été bâtis sur une réglementation thermique de 1988. Vous voyez bien l'écart. Alors qu'aujourd'hui, on est une réglementation environnementale en 2020. Donc là, l'objectif qui doit être fixé par la stratégie nationale bas carbone, c'est 80% des équipements sportifs qui doivent être rénovés d'ici 2030. Donc, vous voyez l'ampleur et tout ce que ça doit développer. Alors, un autre constat, hein, c'est que le coût de l'inaction, eh bien, il est supérieur finalement au coût de l'action. Le coût de l'inaction, c'est, alors selon les bâtiments, hein, 5 à 20% du PIB mondial, et alors que le coût de l'action, finalement, c'est que 1 à 2%. Donc là aussi, on peut jouer, on voit bien qu'il y a des choses à faire. Donc nous, notre objectif, c'est d'améliorer, nous, toute la société entière, hein, d'améliorer les performances énergétiques des bâtiments, parce qu'il faut continuer à les faire fonctionner, bien sûr. Mais le fait de travailler à cette amélioration, ça permet de 20 à 40% d'économie d'énergie. Et en faisant ces travaux, on se rend compte que finalement, il y a un retour sur investissement qui peut aller de 5 à 10 ans selon la lourdeur ou pas des travaux. Donc, il y a des choses à faire, c'est possible. Alors, maintenant, voilà, effectivement, je suis prof dans un établissement scolaire et il y a des leviers sur lesquels je peux travailler, moi. Alors, la première chose que je dirais, c'est qu'on est toujours, nous, en tant qu'enseignants, sur une tension qui est appliquer les programmes, faire progresser nos élèves, travailler à la culture sportive et artistique, bien évidemment. Et puis, on est dans des équipements sportifs qui doivent être adaptés pour faire tout ça. Donc, alors, la première question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait au niveau de la programmation des activités sportives qu'on met en œuvre dans notre établissement. Alors, le bon sens dirait, si on ne veut pas
dépenser beaucoup d'énergie, on va tous dehors. Oui, mais sauf que voilà, les programmes, on ne peut pas. Il y en a 2/3 qui doivent se faire dans des espaces couverts parce qu'il y a des salles spécifiques, etc. Et d'ailleurs, le ministère de l'Éducation nationale a produit un guide d'équipement avec pour lequel on a beaucoup travaillé. Et donc, je pense que c'est des choses qu'il faut connaître et montrer, quoi. Après, on peut travailler sur le matériel qu'on utilise, le matériel sportif. Alors, le bon sens aussi, et puis l'action qu'on doit faire, c'est avoir des achats raisonnés. On n'est pas obligé de racheter toujours du matériel neuf, etc. On renouvelle quand c'est nécessaire. On fait des inventaires réguliers, comme ça évite de laisser des trucs dans les placards qui pourraient être utilisés. On peut aussi acheter local. On a très peu d'équipements sportifs qui sont fabriqués en France. Peut-être qu'on pourrait travailler aussi avec des gens qui travaillent, qui produisent ici. On peut aussi entretenir son matériel, le réparer, mutualiser. On n'est pas obligé d'avoir tous des gants de boxe. On peut se les prêter d'un établissement à un autre, etc. Et puis, il faut qu'on travaille aussi sur le recyclage. Donc, les choses qui sont abîmées, eh bien, maintenant, il y a des recycleries qui se font aussi. Donc, on peut aussi travailler à ça. Enfin, l'autre sujet, c'est peut-être les déplacements. Alors, on peut essayer aussi de limiter au maximum les transports carbonés. On peut mutualiser tous les transports. Bien sûr, il faut faire attention de toute façon à pas non plus mettre 2 classes dans un bus. Si on va dans une piscine, on n'a que 3 couloirs. Vous voyez, il faut qu'on travaille quand même sur les 2 choses. Donc, on a toujours des petites tensions comme ça. Voilà. Alors après, les petites choses, si on a des équipements, alors ils sont très rares, mais ça existe, à l'intérieur des établissements scolaires, et nous, il y a des petites choses qu'on peut faire facilement avec le personnel d'entretien, etc. C'est, par exemple, travailler sur l'éclairage, mettre des LED, baisser l'intensité de ces LED quand on n'est pas là, etc. Ça, on peut le faire facilement avec les personnels d'entretien. On peut faire aussi des petits travaux, hein, les fuites d'air, les choses comme ça, voilà. Mais le gros souci, c'est que il y a des travaux plus importants à faire. Et donc, ces travaux-là, il va falloir aller, je vais dire au combat, parce qu'il va falloir travailler avec les collectivités de rattachement pour qu'elles engagent ces travaux vraiment et travailler nous aussi avec la communauté éducative, le conseil d'administration, les parents, etc. pour obtenir tout ça, parce que tout ça, c'est du temps long, quoi. Voilà. Donc, les choses sur lesquelles il faut pointer le doigt, c'est travailler sur le chauffage, isoler. Alors ça, c'est pas nous, hein, c'est les collectivités qui vont le faire, donc il faut qu'on aille les rencontrer, hein. Le chauffage, alors on isole, on change le système de chauffage, on passe à une pompe à chaleur, etc. Bon, l'éclairage, je l'ai déjà dit. Le renouvellement de l'air, ça aussi, il faut qu'on travaille cette question. On l'a bien vu pendant le Covid, hein, notamment. Donc, c'est des choses qu'on peut faire. Le travail sur l'eau, on peut récupérer la pluie, etc. On peut mettre des panneaux solaires pour se chauffer l'eau chaude. Et puis alors ça, c'est pas possible partout, mais quand on est dans des établissements qui sont plutôt ruraux, on a parfois des grands espaces qu'on peut aménager pour faire un parcours de VTT, de courses d'orientation, des choses comme ça qu'on peut utiliser aussi, voilà. Donc là, le SNEP, il travaille cette question depuis très longtemps. Alors, sur la fonctionnalité, je dirais, des équipements sportifs, mais il a pris aussi cette question-là à cœur. Et donc, on a fait un document très complet de 200 pages qu'on a fait paraître en janvier 2022. Et donc là, il y a plein plein d'exemples de tout ce qui peut se faire actuellement, des solutions techniques qui sont possibles, qui sont éprouvées. Il y a des communes qui les ont engagées, hein. Et puis là, tout dernièrement, on vient de finir, parce qu'on s'est dit que 200 pages, c'était trop compliqué. Donc, on a fait une petite synthèse de 28 pages seulement. Il sera mis en ligne pour janvier 2023. Voilà. Et donc, je vous invite, c'est celui qui existe déjà et celui qui va apparaître sont tous téléchargeables gratuitement sur notre site. On va demander à Dominique, s'il te plaît, est-ce que tu peux partager à nos auditeurs justement ce lien
de documents reset. Donc finalement, merci Nathalie François, agir, ça coûte moins cher que ne pas agir, et finalement, ça permet de récupérer rapidement son investissement, et finalement, ça produit des conséquences très positives du point de vue de la planète et de ce travail sur cette question de l'écologie. Et je rappelle aussi au passage que le SNEP a écrit à l'ensemble des équipementiers, puisque tu faisais référence, et qu'à l'heure actuelle, nous n'avons eu aucune réponse, mais on va en discuter justement dans cette soirée-là, notamment avec Guillaume Hollard, qui a un point de vue aussi sur ce sujet-là. Il sera assez intéressant de pouvoir continuer à réfléchir. Alors, ma deuxième question, c'est que là, on était plutôt sur le réaménagement de l'existant. On voit qu'on peut déjà agir dessus, mais il y a des gymnases qui sortent de terre. J'aime bien les appeler les gymnases verts, un peu dans le sens de ce que vous proposez. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Quelles sont les recommandations? En quoi les profs de PS finalement peuvent se saisir de cette question-là? Ils peuvent agir? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus autour de cette question-là? Bon, nous, on a, dans notre ouvrage, là, on a ciblé 3 grands enjeux et qu'il faudra faire valoir partout. C'est vraiment, bon, je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que c'est important, c'est augmenter la performance environnementale tout en maintenant et voire même en améliorant la qualité de l'usage qui en est fait. Notamment pour nous, les conditions de pratique et d'enseignement. Le deuxième grand enjeu, c'est décider et de rénover, bon, ça je l'ai déjà dit, mais aussi de travailler sur les équipements qui doivent sortir de terre. Voilà. Alors, j'insiste quand même sur la rénovation parce que un équipement qui existe, enfin, qui est déjà construit, il a déjà une empreinte carbone. Donc, tout raser, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Et finalement, on voit que des rénovations lourdes, c'est quand même 2 fois moins d'émissions de carbone qu'une nouvelle construction. Donc, il ne faut pas non plus tout jeter, quoi. Voilà. Et puis enfin, donc les nouveaux équipements sportifs, ils doivent être à haut niveau de performance carbone et énergétique. Voilà. Alors, les recommandations qu'on fait, que ce soit sur l'ancien rénové et le nouveau, c'est travailler vraiment cette question de performance. Voilà, parce qu'il y a des nouveaux matériaux. On voit bien qu'il y a des retours sur investissement quand on met un petit peu plus au départ, mais finalement, ça revient. Et puis, peut-être aussi quelque chose alors sur lequel nous, on essaye de travailler avec l'éducation nationale, mais on n'y arrive pas, et avec les collectivités, c'est peut-être de décider de construire des équipements sportifs quand il faut des nouveaux, à l'intérieur des établissements scolaires. Ça évite, bon, déjà pour nous, de nous déplacer, donc de perdre du temps, mais c'est aussi, ça évite le transport tout de suite. Et puis, c'est aussi, alors si on prend l'échelle des collèges, par exemple, ça fait un maillage territorial qui est assez intéressant et qui finalement pourra développer la pratique aussi, si on le mutualise avec d'autres associations sportives le soir, par exemple, le week-end. Et donc, on développe la pratique sportive pour tout le monde. Donc, voilà. Alors, tu m'as posé la question des gymnases verts. Et effectivement, alors nous, on appelle ça dans le jargon des salles passives. Donc, les salles passives, c'est celles qui sont peu consommatrices. Mais on sait qu'aujourd'hui, non seulement il y en a qui sont passives, mais il y en a qui sont positives. C'est-à-dire que ces équipements-là, avec tout ce qu'on a mis comme nouveaux matériaux, etc., ça permet de produire aussi de l'électricité, du courant. Donc, elles sont même… donc, alors, ils ne s'en construisent pas énormément, mais il y en a qui arrivent. Et là, on a une piscine, je ne sais plus où… excusez-moi, j'oublie, mais il y a une piscine qui vient de se construire sur ce modèle-là et elle sera positive. Donc voilà, et ça, c'est avec la nouvelle réglementation environnementale de 2020. Voilà, alors le SNEP, il sait bien que tout ça, ça coûte cher et on travaille beaucoup avec les collectivités territoriales qui nous écoutent de temps en temps, qui font ce qu'ils peuvent. Et là, toute la crise qu'on connaît aujourd'hui, on voit bien qu'il y a le problème du financement. Et nous, on considère que puisque c'est
c'est un bien public, que ça sert à tous les jeunes et que ça va servir aussi à l'extérieur, on souhaiterait qu'il y ait un financement par l'État pour aider les collectivités pour les rénovations et aussi pour les constructions. Voilà, et nous, on l'a chiffré à 50%. Voilà, c'est l'État qui doit le faire et le reste, bah, les collectivités pour développer sur place. Voilà, quoi. Alors, juste vous donner un petit exemple et pour dire que finalement, on arrive quand même vers du positif maintenant, c'est que les collectivités, enfin les intercos qui ont plus de 20 000 habitants sont obligés maintenant de faire ce qu'on appelle un plan climat, air, énergie territorial. Bon, ce qui est intéressant, c'est que c'est un plan d'action. Il doit y avoir un diagnostic qui a été fait. Il faut regarder ce qui se passe sur le territoire et puis suivre vraiment les évolutions, ce que ça apporte, etc., tous les bénéfices. Et ça, c'était obligatoire hein, depuis 2017 pour certaines communes. Mais depuis 2019, c'est obligatoire pour 20 000, pour celles qui sont à plus de 20 000 habitants. Et ben, aujourd'hui, alors ils ne sont pas engagés partout, mais aujourd'hui, il y a 12 fois plus de plans qui ont été adoptés qu'en avril 2021, c'est-à-dire 8 fois plus qu'en septembre 2019. Donc, ça veut dire que les choses avancent et que c'est bien. Voilà. Alors, je vous engage de nouveau hein, à aller voir sur le site parce que tout le monde peut devenir un expert. Si on a, vous utilisez les ouvrages qu'on a mis en ligne. Il y a plein de liens, hypertextes, etc. Vous pouvez aller naviguer pour un sujet particulier. Vous pouvez toutes et tous être experts et il faut qu'on le devienne parce que ces ouvrages-là, on les a faits pour nous, mais pour tout le monde. Et voilà, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est le diffuser et surtout convaincre les collectivités propriétaires qui vont construire tout ça. Voilà. Merci Nathalie, François donc du SNEP et donc on partagera justement ces différents éléments sur nos différents réseaux mais aussi dans le podcast de l'émission. Alors je viens vers toi maintenant Guillaume Hollard, donc tu es dans l'Académie de Grenoble et tu as publié un article justement dans le dossier de la revue EPS avec Karine Ouvrard qui est elle de l'Académie de Aix-Marseille sur plusieurs idées et je voudrais un peu t'interpeller sur ces deux, trois sujets justement que vous avez évoqués dans cet article-là. Et sur la première, autour de la question de dépasser les petits gestes. Alors, lorsqu'on a échangé ensemble, toi et moi, pour préparer la soirée, tu m'as parlé justement des équipementiers et tu me disais justement que sur cette question-là, tu avais une réflexion un peu différente et que tu étais plutôt mitigé sur l'idée de dire est-ce que travailler avec les équipementiers aujourd'hui, c'est vraiment un levier important et intéressant et tu disais peut-être qu'il faut aussi réfléchir à dépasser les petits gestes et aller vers d'autres types de choix stratégiques et d'actions autour de la question de l'écologie. Est-ce que tu peux un peu préciser ton idée justement sur cette question-là? Alors, des petits gestes, c'est surtout, on va dire, tout ce qui est associé à l'individu. On nous demande voilà, de couper la borne Wi-Fi le soir, d'économiser et tout. Et en fait, on nous parle assez peu souvent de la structure ou du système. Alors, on a parlé un peu avant, là, quand on parlait capitalisme. Mais c'est vrai que le système, si on ne change pas le système, nos petits gestes ne suffiront pas. Après, il ne faut pas non plus s'en prendre que au système en disant en changeant juste le système et nous, on continue à fonctionner pareil, ça ne fonctionnera pas. C'est vraiment les deux ensemble. Mais en fait, on se rend compte que le système a quand même une grande inertie et on n'est pas toujours, on va dire, complètement blanc dans cette histoire-là. Si on revient sur l'idée d'aller voir les équipementiers, moi j'avais suivi sur un des forums en ligne, il y a des collègues qui se disent bah, on va essayer de contacter les équipementiers en disant mais arrêtez de nous envoyer des raquettes de badminton qui sont suremballées avec du plastique. Alors on est d'accord, plus on arrivera à limiter le plastique, mieux ce sera. Mais après on peut voir que finalement, ces mêmes collègues-là, qui vont essayer de contacter les équipementiers pour faire diminuer le plastique, vont partir avec leurs élèves, soit à un championnat de France en Outre-mer, soit les emmener en Grèce pour aller sur les traces du mythe de l'olympisme. Et que là, par contre, Benoît parlait avant des ordres de grandeur, on n'est plus du tout sur les mêmes ordres de grandeur. C'est-à-dire que mes raquettes, si je commande 50 raquettes de badminton qui vont arriver, je vais avoir au maximum 1 kg de plastique dedans. Alors c'est sûr, ça aura un poids. Par contre, on sous-estime complètement le transport. Dans le rapport de l'ADEME, quand il cible
le poids, on va dire, des différents secteurs sur le bilan carbone, on voit que les déchets sont à 4%, les transports sont à 31%. Donc, en fait, on focalise notre action sur des choses qui, on va dire, sont indispensables aussi. Il faut qu'on lutte sur le suremballage, sur la réduction, sur que les équipementiers prennent des matériaux qui soient plus biosourcés, plus durables. Mais on a aussi, on va dire, à travailler aussi, nous, à l'EPS, sur un autre gros poste qui est celui du transport. Alors, en EPS, pas nécessairement, mais alors à l'AS, c'est clairement notre plus gros poste. C'est juste un petit aparté. Parce que là, donc, on a évoqué un petit peu, enfin, ce que j'ai pu voir sur les forums. Un des reproches qu'on nous fait souvent ou qu'on me fait souvent, c'est de dire oui, mais là, tu stigmatises. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. On pointe ou on illustre des faits pour montrer que ce n'est pas si évident que ça comme problème. Si je reviens sur cette idée-là, on a organisé un cross départemental. On voulait faire une petite action à destination des élèves. Et je disais, on va illustrer de sportifs. On a Andy Simons, le trailer, qui récemment a dit moi, je n'irai pas au championnat du monde en Thaïlande parce que mon bilan carbone est déjà à 6 tonnes 3 et je ne voudrais pas l'aggraver. Et à côté de ça, on voit que Messi, avec son jet privé cet été, il a fait environ 1500 tonnes de CO2. Et on m'a dit, oh, tu peux surtout pas mettre ça dedans, ça va stigmatiser le football, c'est pas bien. Mais il n'est pas du tout question de stigmatiser le football. Hein. Il est question d'avoir des infos qui sont claires et fiables parce que nous, on va nous obliger, on va nous dire, allez, les élèves au cross départemental, on a des brigades vertes, vous allez ramasser 3 papiers par terre, puis vous allez sensibiliser vos copains à ne pas ramasser à pas jeter les déchets par terre. Et à côté de ça, on dirait, avec ça, on va sauver la planète, mais on ne se questionne pas sur comment est-ce qu'on est venu au cross départemental. Notre cross départemental, et les établissements, ils sont à 4,5 km du site de pratique, et ils louent un cross départemental. Ils ne prêtent pas les lignes classiques, où ils ne se disent pas 4,5 km, ça pourrait se faire à pied pour venir avec nos élèves sur le cross. Donc, en fait, on est aussi responsable de ça. On a des résistances internes là-dessus sur comment est-ce qu'on va changer ces choses-là, quoi. Donc, l'idée de dépasser les petits gestes, c'est on a peut-être sur les gymnases, on peut avoir une action et on l'a dit juste avant, c'est long, il faut travailler d'arrache-pied. Par contre, je pense que sur la gestion de l'UNSS, on est tous acteurs, on peut tous faire des choix sur comment on organise nos rencontres, quel type de transport on utilise, et ainsi de suite, et avoir un vrai impact là-dessus. Je pense que c'est un vrai focus maintenant. La sensibilisation, on va dire, au développement durable, à l'éco-responsabilité, on appelle ça un petit peu comme on veut. Et ça devrait faire partie un peu de notre éthique. On voit qu'en fait, nous, les enseignants, sur l'éthique, tous les grands combats qu'on a menés avant contre le racisme, l'homophobie, ces choses-là, c'était, je ne vais pas dire relativement facile, mais c'était déjà dans notre ADN. Le problème, là, avec le développement durable ou l'écologie, c'est qu'on rentre sur des conflits personnels. Dans nos pratiques personnelles, on aime le voyage, on aime aller pratiquer loin, on va prendre l'avion, on va prendre notre voiture, on est nombreux à avoir un camion aménagé pour partir avec. Et là, on a un impact assez important. Et donc, quand il faut apprendre aux élèves à dire tu vas devoir vivre qu'avec 2 tonnes de CO2 en budget par année, mais que nous, déjà, dans nos pratiques quotidiennes, on est peut-être à 10 tonnes, à 11 tonnes, voire plus, eh ben, c'est compliqué de se dire il va falloir que je prône quelque chose à mes élèves qui rentre un peu en conflit avec qui je suis en tant que personne. Et donc, dissocier qui je suis en tant que personne, qui je suis en tant qu'enseignant. Et donc, là-dessus, on a des vraies grosses résistances internes. Je sais que le type de discours que je tiens, ça hérisse un peu des gens, ça froisse un peu, mais je pense qu'il faut qu'on regarde concrètement sur ce qu'on fait en tant que prof de PS. Et comme on disait avant, quand on parlait ordre de grandeur, s'attaquer aux éléments où on peut avoir un effet important et rapide, sans négliger, effectivement, ramasser les déchets, limiter la production de plastique, et ainsi de suite. Merci Guillaume. Alors, c'est vrai que dans le côté un peu des paradoxes, je suis en train de penser à… J'ai un problème de micro. Oui, je disais que justement, dans le problème des paradoxes un petit peu que l'on a, c'est justement, je pensais à la ville de Valenciennes, qui aujourd'hui refuse de chauffer les chauffages. Donc, on a encore eu aujourd'hui des collègues qui sont à 2 degrés dans les gymnases. Les parents d'élèves et les collègues lancent une pétition en disant que ce n'est pas possible de tenir comme ça tout l'hiver. Et puis, parallèlement, dans la ville de Valenciennes, comme le disait tout à l'heure Benoît, peut-être que l'ensemble des éclairages, notamment des enseignes privées, continuent d'être allumés. Donc, c'est vrai qu'il y a 2 poids, 2 mesures. On se dit que peut-être qu'il y aurait d'autres choix à réaliser. Alors, je voudrais quand même revenir avec toi sur les propositions que vous faites autour du sport scolaire et vous proposez un certain nombre de pistes.
justement sur cette question du sport scolaire qui permettent d'articuler toujours ce souci de la rencontre, mais une rencontre qui ne se fera pas à n'importe quelle condition. Finalement, une rencontre qui, peut-être en intégrant un certain nombre de propositions que vous faites, va peut-être devenir beaucoup plus qualitative, on va dire, pour l'ensemble des élèves et non pas être sur une diminution qui serait finalement un affaiblissement du sport scolaire. Est-ce que tu peux revenir un peu sur les pistes que vous avez avancées avec Karine? Tout à fait. Le premier élément, on va dire, qu'on peut préciser déjà, c'est, on va dire, à l'UNSS, là où on va avoir le plus de mal à réduire, on va dire, l'empreinte carbone, c'est si on veut reproduire le modèle compétitif pyramidal qu'on a dans les fédérations. Parce que dans mes rencontres districts, je ne vais pas avoir trop de soucis pour diminuer mon impact. En revanche, je vais aller sur les départementaux, ça va être plus compliqué. Sur les académiques, soit c'est dans mon département et c'est jouable, mais sinon, je vais augmenter. Et alors, sur les France, c'est sûr que là, si on n'a pas une réflexion poussée sur comment on les organise, ça va être difficile de fonctionner, de faire à la fois coïncider mes élèves auront à vivre avec un budget carbone de 2 tonnes par an, et puis rien qu'avec ma pratique en AS, je peux déjà arriver à dépasser ce budget-là, juste avec, on va dire, une pratique, même si elle est plaisante, mais facultative qu'on fait à l'AS, on peut déjà avoir un bilan qui va être supérieur à ce que notre élève devrait faire pour toute sa vie sur toute l'année. Donc ça veut dire qu'il faut se questionner là-dessus. C'est possible aussi, hein. Mais donc, ce qu'on proposait, c'est ça. C'était déjà la première recommandation, on va dire, c'est pas s'inquiéter et de pas dire, c'est pas aujourd'hui on pratiquait comme ça et demain ce sera complètement différent et on va tout arrêter. On peut déjà étaler l'effort dans le temps. Les préconisations, c'était diminuer de 5% par an notre impact pour arriver à horizon 2030 et encore plus 2050. 2050, c'est la neutralité carbone et 2030, on aurait réduit pour rentrer un peu dans les objectifs de l'accord de Paris. 5% par an, c'est pas énorme. Ça peut se faire relativement facilement si on réfléchit un petit peu sur comment on s'y prend. Et on y viendra après. La deuxième place, c'était dire de redonner une place centrale au local, de faire plus de rencontres locales, ce qui permet de limiter l'impact, parce que notre principal poste, on l'a dit, c'était le transport. Pour ceux qui n'ont pas nécessairement les ordres de grandeur, 1 litre de diesel brûlé, ça correspond à 3,190 kg de CO2 émis. Ça veut dire que si on regarde avec, on va dire, un véhicule qu'on a classiquement chez nous à 5 litres, on va dire, ou à 8 litres, ça monte très vite au compteur. Et là, avec les quantités de CO2 qui sont dans l'atmosphère actuellement, un autre chiffre qui est assez parlant, c'est qu'on sait que chaque kilo de CO2 qu'on émet actuellement va contribuer à faire fondre 15 kilos de glace des glaciers alpins. Ça veut dire que si on regarde, avec 1 litre de diesel, je fais fondre quasiment 50 kilos de glace, mais fondre irrémédiablement, quoi. Ça veut dire que c'est des choses où on n'arrive pas à se les formaliser, mais l'impact sur le fait de brûler du pétrole a un impact énorme et très concret pour nous. Donc, moins on va en brûler, mieux ce sera. Donc, redonner la place au local, réfléchir à l'implantation des rencontres. Parce que, on va dire, si on revient sur les championnats de France, ça ne veut pas dire arrêter les championnats de France, mais si on les place près de lignes de TGV avec un accès facilité, le TGV, c'est 2 grammes par kilomètre par personne, tandis qu'un bus, on va plutôt être autour de 100 à 150 grammes par kilomètre par personne. Ça veut dire qu'on a un ratio, on a quasiment divisé par 80 l'impact, si on fait comme ça. La troisième chose, ce serait de réfléchir, on va dire, à petite échelle, sans parler championnat de France, à des mutualisations. Si sur les championnats départementaux, le problème souvent, et là on regarde, nous dans notre district, c'était ça. Aujourd'hui, on a des collègues qui vont sur une rencontre de badminton, et en fait, dans le bus, il y a 12 élèves à l'établissement, 10 de l'autre, on a la moitié du bus qui est vide, et ben on rentabilise pas vraiment. Sur les championnats départementaux, souvent c'est encore pire. On va se déplacer avec l'équipe de hand pour aller jouer à 60 km, et si on n'a que notre équipe, on va pas avoir beaucoup de monde dans le bus. Si on se dit c'est des plateaux, on a trouvé un gymnase où on exploite la salle de danse, faire une rencontre de danse, le gymnase, faire une rencontre de badminton ou de handball, et en plus on a un terrain extérieur, on peut faire rugby. Si on a 3 activités en même temps sur 3 rencontres départementales, on arrive à faire venir plus de monde et à se dire, si les bus sont remplis, c'est un des moyens très simples aussi de limiter notre impact. C'est-à-dire qu'avec autant de rencontres, autant de bus, s'il suffirait de massifier. Je me déplace avec 20 élèves, si je me déplace avec 50, eh ben, le bilan par élève va diminuer. Et donc, autrement dit, tout le monde est content. On continuera de la rencontre. On a plus d'élèves, donc on va dire la nationale sera contente parce qu'on aura augmenté les chiffres. Et puis, l'impact, comme on touche plus de monde, sera réparti sur l'impact individuel.
Une des autres pistes, c'était découvrir le monde à son échelle ou à sa vitesse. Mais ça, je pense que Benoît, qui interviendra après, en parlera bien mieux que moi, puisque dans l'article, c'était illustré avec ses travaux à lui. Et après, si j'ai encore un peu de temps, c'était pour venir sur du concret, du simple. Là, on parlait un peu résistance avant, on va dire, de la profession ou du fait qu'on est aussi impliqué. Moi, pour essayer de faire un peu la promotion de ça, moi, je voudrais que les gens puissent faire un bilan carbone parce qu'on dit qu'il faut réduire, il faut agir, mais quasiment personne ne sait quel est vraiment son bilan carbone ou son impact pollution. Et j'allais dire surtout, certains l'ont fait à titre individuel, mais au niveau professionnel, on n'a pas nécessairement fait. Si on regarde par exemple simplement, sans chercher à stigmatiser non plus, quand on parlait Congrès national du SNEP avant, il a été fait en Corse. Est-ce qu'on a fait une différence de bilan carbone entre on l'organisait en Corse, quel a été l'impact carbone des déplacements pour se rendre au Congrès, et si on l'avait organisé à Paris où les gens montaient en train? Et là, on pourrait savoir, on pourrait dire, mince, quand on l'organise en Corse, finalement, on prend 150% de bilan carbone en plus. Mais on ne sait pas, on n'a pas fait le bilan carbone. Ce n'est pas un réflexe qu'on a encore de savoir. Et c'est difficile de trancher, de dire, mais qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien? Est-ce qu'il vaut mieux que j'arrête de manger de la viande ou est-ce qu'il vaut mieux que je prenne ma voiture? Ce n'est pas évident à savoir, on est tous différents. Donc, si on ne fait pas cet audit-là et qu'on n'a pas des chiffres fiables, précis, c'est difficile d'agir. Donc, nous, on voulait savoir ça l'année dernière avec notre AS et la section APPN que j'anime avec 2 collègues. On s'est dit, on va faire notre bilan carbone à l'année. Donc, en regardant, nous, on a animé ça sur 32 mercredis. Ces 32 mercredis, on était 15 fois en sortie. On a pratiqué 6 apps différentes, c'est-à-dire pour ceux qui s'inquiéteraient qu'on y perde en qualité, on a fait du kayak, de l'escalade, de la course d'orientation, du VTT, c'était varié. Sur ces 15 sorties, on en avait une où il y avait une nuitée et on avait un séjour de 5 jours à la fin de l'année pour concrétiser avec les élèves en itinérance à vélo. On s'est déplacé quand même parce que sur l'année, nos élèves, ils ont parcouru 850 km pour se rendre sur les installations. À vélo, en train, en bus aussi, on a pris le bus, c'est pas non plus complètement à bannir. Et en fait, le bilan carbone par élève, il est de 36 kg. Et pour ceux qui s'inquiéteraient du coup, en disant oui, mais prendre le train, ça coûte plus cher, une année complète pour nos élèves, c'était 115 € pour les transports. Donc on se dit en fait, quand on regarde les chiffres, on n'a pas l'impression d'avoir perdu en qualité. On a pratiqué avec eux et on voit 36 kg, on se dit c'est pas démesuré. Et après, donc sur les pistes un peu plus concrètes, on s'est dit bah, si on est à 36 kg avec nos élèves, on dit nous on aimerait bien viser à court terme, on va dire 2025, seulement 20 kg. Pourquoi 20 kg? 20 kg, c'est 1% du budget carbone de nos élèves, et d'une autre aussi d'ailleurs. Si on est à 2 tonnes, 20 kg, c'est 1%. On se dit, bah, ça pourrait être raisonnable. Et comme on est à 36 kg avec notre mode de pratique, j'allais dire, on est allé skier aussi, on a pris un bus pour aller skier. Donc, en prenant un bus pour aller skier, on n'est quand même que à 36 kg par élève. On se dit 20 kg, ce serait bien. Une autre règle qu'on se fixe et qu'on trouve qui pourrait être intéressante, c'est de dire, si sur une sortie, je dépasse 5 kg par élève, c'est peut-être qu'il faut se questionner sur est-ce que ça vaut le coup de la faire ou pas. Si, avec mes élèves, à la fin de mon année, je constate que je suis plutôt en centaines de kilos qu'en dizaines de kilos de CO2 par élève, c'est peut-être aussi qu'il faut se questionner sur ce qu'on propose, parce que peut-être que si on voit que sur ces 2 tonnes, en théorie, il y en a déjà 1,3 tonne pour les services publics, c'est-à-dire qu'il reste 700, et si l'AS en prend 300 ou 400, ça veut dire qu'il ne reste plus rien pour se loger, pour se déplacer, pour se nourrir. Ça veut dire que finalement, ben, on devient des boulets pour nos élèves en termes de climat. Il faut savoir aussi qu'une règle qu'on propose sur les trajets, c'est de se dire, si j'ai plus de temps de trajet que de temps passé sur le site de la compétition, c'est peut-être que le déplacement, il n'est pas à faire. Si je me déplace 3 heures pour aller rester 1 heure sur site et rentrer, c'est peut-être que ça ne valait pas le coup. Et après, ça va dépendre des pratiques, mais il y a à réfléchir sur le temps de pratique, parce que le temps passé sur site, ce n'est pas non plus le temps de pratique. Donc, nous, on se disait, si je mets 4 fois plus de temps de transport que de temps de pratique effective, c'est peut-être que le déplacement n'est pas à faire, parce que ce n'est peut-être pas un gain qualitatif pour nos élèves. Pour faire une dernière petite illustration sur hier, nous, on a fait notre sortie de Noël en salle de bloc avec nos élèves. On est parti 4 heures, il y avait 2 heures de transport, 2 heures dans la salle de bloc. Donc, on se dit, ben là, on respecte nos engagements là-dessus. On est parti à pied et en train. Ça a coûté 4 € par élève, donc c'était, on va dire, pas cher du tout. Et les élèves, ils ont marché à peu près 6 km sur la journée, enfin sur l'après-midi. Mais ça ne les a pas gênés du tout. Pareil, ils voient la ville, ils se déplacent. Et on se dit que là, eh ben, ils ont grimpé 2 heures. On était en déplacement, mais dans le train, ce n'est pas stressant non plus. Ils sont bien, ils sont posés. Donc, on se dit, en fait, on n'a pas changé grand-chose. On n'a pas perdu en qualité. Nos élèves sont contents. En fait, on se dit, c'est vraiment un accord gagnant-gagnant. Il faut juste un peu réfléchir, avoir des chiffres précis, s'appuyer là-dessus pour avancer. Dernier petit élément avant de rendre la fois la parole, c'est en fait, merci, ouais. c'est que le dernier.
Ouais. Et je termine. On est content, nous, d'avoir commencé notre transition. J'ai toujours l'impression de faire mon métier. J'ai toujours l'impression de le faire bien. Je n'ai pas l'impression de léser les élèves. Eux sont très contents. Et puisqu'on parlait avant, là, le titre, c'était EPS et écologie. Mais si on parle plus large, développement durable, dans le développement durable, on a d'autres objectifs. On a l'inclusion, l'égalité garçons-filles, ainsi de suite. Et bien, nous, dans notre AS, on remarque qu'on n'a aucun souci non plus de recrutement sur la pratique féminine. On n'a aucun souci d'inclusion parce que les modes de pratique qu'on propose, ils sont cohérents aussi. Nos modes de transport, ça attire à la fois les garçons et les filles, des élèves en situation de handicap ou pas. Et finalement, on se dit on est gagnant sur tous les plans. On est très content. Merci Guillaume, merci. Bon, ce qui est intéressant justement dans ton propos, c'est que on a, au-delà de la question de la qualité, c'est que là, on est un peu dans une soirée d'exploration, en fait. Hein. C'est que vous avez cherché à conserver aussi la fonction, c'est-à-dire le pourquoi, à quoi sert le sport scolaire. On va avoir aussi une réflexion autour de quelle est la fonction et l'identité de l'éducation physique et sportive. C'est-à-dire chercher à l'intérieur même, sans dénaturer complètement les enjeux et de la définition de l'éducation physique et sportive. Donc, en réaction un petit peu par rapport au chat, certains disaient, oui, mais est-ce qu'il ne faudrait pas tout remettre à plat et proposer aussi de faire du jardinage. Bon, on est sur une EPS qui est centrée sur la transmission et la démocratisation des APSA. Les APSA, pour nous, par exemple, le jardinage n'est pas dans les APSA. Donc, le vrai pari, le vrai défi est de réussir à travailler et à réfléchir à comment on sait même d'aujourd'hui ce que c'est que le sport scolaire, par exemple, avec la dimension de la rencontre, des compétitions, ou ce que c'est que même l'éducation physique sportive, on peut essayer de commencer à tracer et dessiner des pistes. Alors, on va continuer avec toi, Benoît Fayard, sur justement ces propositions-là autour de l'éducation physique et sportive. Donc, tu as travaillé longtemps dans le 93, tu organisais des voyages en vélo et tu as toujours été à la fois sensible à cette idée de l'épreuve sportive dans l'idée de ce voyage-là, mais aussi la question du déplacement et de la lenteur dans ce déplacement, aussi comme un mode aujourd'hui qu'on appelle des mobilités douces. Tu étais assez attaché aussi à faire vivre ça aux élèves. Nous sommes aujourd'hui aux prémices finalement d'une réflexion sur le sujet. Certaines propositions que j'ai pu lire justement autour de la question de l'écologie, c'est finalement de ne plus cultiver cette tension entre mais à quoi sert l'éducation physique et sportive, vouloir toujours continuer à démocratiser les APSA, mais aussi sensibiliser et éduquer à la question de l'écologie. Donc cette mise en tension finalement sur la démocratisation de la culture et l'éducation à l'écologie, où certains balayent complètement la démocratisation de la culture pour faire des cycles interdisciplinaires où ils ne font même plus du tout finalement d'éducation physique et sportive à proprement dit. Ils vont dans des salles de cours et ils font de l'éducation à l'écologie que notre enseignant pourrait tout à fait faire. Alors, on a déjà entendu parler de plusieurs pistes ce soir sur la question du sport scolaire, sur les installations sportives, que ce soit déjà existantes ou à construire. Mais on a peu abordé finalement l'EPS, proprement parler, et on a plusieurs questions sur le VTT qui se développe et comment on peut intégrer ces questions-là sur le VTT. Alors justement, toi, dans les pistes que tu vas nous avancer, tu as des propositions concrètes sur la présentation, le VTT, un peu autour de l'éducation à l'écologie. Benoît, la parole est à toi. Merci Bruno. Avant de commencer, je veux juste préciser, c'est un témoignage là, que je vais vous proposer, pas du tout l'issue d'un travail de recherche. Et effectivement, la question qu'on va se poser, c'est quel intérêt, quelle richesse va avoir le PS en faveur de l'éducation à l'écologie. Et en fait, il faut déjà se mettre dans le contexte. L'éducation au développement durable, c'est le terme exact du ministère, doit être réalisée par toutes les disciplines et pas seulement la SVT ou l'histoire géo. Donc l'EPS doit y contribuer. En théorie, c'est pas une matière à part. L'éducation au développement durable n'est pas une matière spécifique, donc on y contribue. Et puis on y contribue d'autant plus qu'il y a une opportunité, c'est que l'EPS est la seule discipline à être en extérieur pendant 2 heures, voire 4 heures par semaine. Donc, dans ces conditions-là, forcément, on va pouvoir avoir une plus-value par rapport aux autres disciplines. Et c'est une discipline aussi où il y a des émotions fortes. Et on sait que quand des émotions positives sont liées à des apprentissages, forcément, il va y avoir une mémorisation meilleure qui va se faire. Si en plus ces émotions se vivent en pleine nature, il y aura une vraie richesse. On va voir pendant les présentations que je vais vous faire les liens directs et non artificiels qui existent entre l'EPS et l'écologie. On va voir comment tous les deux se
tous les deux s'enrichissent. Pour terminer l'introduction, on va rebondir sur les propos de Bruno, si j'arrive à passer à la deuxième diapositive. Hop. Sur les propos de Bruno, effectivement, la grande difficulté, c'est comment faire quel compromis trouver pour éduquer à l'écologie sans dénaturer l'EPS. En fait, il faut sortir de deux extrêmes. L'un serait qu'il suffit de faire des APPN pour éduquer à l'écologie, ce serait automatique. Et puis l'autre serait qu'il faut quitter complètement les activités habituelles, sortir de la culture des APSA pour faire que de l'écologie en EPS. On va essayer, nous, de trouver le compromis. Et ce compromis, il se retrouve d'abord dans cette première diapositive sur trois champs d'action, trois champs d'intervention. Le premier champ d'intervention, c'est exploiter le potentiel des APPN. Parce que les APPN ont un potentiel écologique, c'est une certitude, mais voir comment on va pouvoir l'exploiter, sans les dénaturer, bien sûr. Le deuxième, ça sera voir comment certaines activités pourraient être enseignées en extérieur, plutôt que dans un gymnase et dans un milieu normalisé. Et le troisième, c'est de trouver une solution pour finaliser nos séquences, nos cycles, pour créer des émotions qui vont donner envie aux élèves de se réinvestir dans les activités. Le premier point, il repose sur la cross-orientation. Voilà plusieurs aménagements qu'on pourrait faire en CO pour exploiter le potentiel écologique de l'activité. La première, c'est sur la façon de tracer les itinéraires. Même chez des élèves débutants, je pense qu'il est possible de quitter les chemins, quitter tous les endroits aménagés par l'ordre, et donc de poser des balises dans des milieux plus naturels et de penser des parcours à thème. Un thème qu'on pourrait envisager, par exemple, c'est la végétation. On demanderait aux élèves de suivre, en tout cas, on tracera des parcours pour que les élèves suivent une limite de végétation. Une limite de végétation, c'est un changement de densité dans la végétation, un changement d'espèce d'arbre, c'est un passage entre un champ et une forêt. Donc, par exemple, suivre des limites de végétation, trouver des postes qui vont être sur des arbres remarquables, sur des souches. Vraiment, on travaille sur les éléments naturels. Et en travaillant là-dessus, on va vraiment assister avant la pratique, l'enseignant, avant que l'élève parte à l'aventure, l'enseignant va assister sur le thème de la séance, mais aussi le poste qui est recherché. On va mettre des balises sur des postes naturels et on va peut-être même mettre des fausses balises à côté. Une balise, par exemple, sur un arbre remarquable, une balise à côté sur un arbre qui n'a pas grand-chose de remarquable. Et avant de partir, on demande à l'élève, donc tu sais, là, on est sur le thème de la végétation, donc c'est à ça que tu vas faire attention. Et la balise, qu'est-ce que tu cherches? À quoi ça correspond? L'élève va dire, c'est un rond vert, donc c'est un arbre remarquable. Qu'est-ce qu'un arbre remarquable? Un arbre remarquable, c'est un arbre qui est différent des autres. Qu'est-ce qu'un arbre différent des autres? Différent des autres, c'est qu'il est plus grand, c'est qu'il est plus gros, c'est qu'il y a des épines alors tous les autres ont des feuilles, par exemple. On voit que là, simplement, avec ce travail-là, de questions sur la nature, avant de courir, attention, pas pendant la course, pour pas dénaturer l'activité, on restera dans une activité d'orientation, on va permettre à l'élève de se faire une image mentale de ce qu'il va voir, on va permettre à l'élève de mieux comprendre la nature et de mieux imaginer la nature, pour mieux, du coup, on l'espère, la respecter s'il en est un peu plus sensible. Mais en complément de ça, il me paraît essentiel aussi de faire travailler la motricité. Alors, on quitte un peu la logique de l'orientation parce qu'on va être sur la course qui va presque s'assimiler à du trail, mais pourquoi pas au final? Parce que l'ambition, c'est de donner un pouvoir d'action aux élèves. Être capable de se déplacer sur un sol irrégulier, sur un sol glissant, sur un sol pentu, sur un sol caillouteux, c'est un pouvoir qu'on se doit de donner aux élèves pour qu'ils puissent ensuite explorer la nature. Donner aux élèves les techniques indispensables pour s'aventurer dans la nature, c'est ce qui va être nécessaire si on veut qu'ils le fassent eux-mêmes. Dernière proposition en cours d'orientation qu'on peut envisager, c'est un temps en fin de séance, un temps un peu de retour au calme, qu'on peut faire plus en primaire. Et ben nous, on va le faire aussi sur un moment contemplatif. On va demander aux élèves, par exemple, qui sont dans une forêt, dans un parc, ou même dans un milieu urbain, si on fait de la cours d'orientation en milieu urbain, ben, c'est de s'allonger, de se poser un moment, et puis d'identifier, par exemple, trois sons différents. Alors, trois sons, ça peut être un oiseau qu'on entend qui est en train de chanter, c'est le vent dans les feuilles, ça peut être aussi un scooter, une voiture qui passe au loin, et essayer d'identifier ce que la nature nous donne comme son. Ensuite, on pourrait aussi envisager la même chose avec trois odeurs, avec trois sensations. On va aller toucher un peu la nature et puis sentir des choses rugueuses, des choses douces, des choses froides, des choses chaudes. Simplement, voilà, créer du sensible envers la nature.
Dans cette même logique, si on passe sur le VTT, on peut aussi envisager la même chose. Un travail sur les sensations et sur un temps de contemplation. Mais en VTT, on va plutôt je milite plutôt pour qu'on change de dimension. Plutôt que sensibiliser au milieu naturel, on va donner des pouvoirs supplémentaires à l'élève. On va lui donner le pouvoir de l'autonomie du déplacement. On va faire un apprentissage technique important en plateau, hein, c'est-à-dire dans la cour du collège ou du lycée, où on va travailler l'équilibre, la propulsion, le freinage, des choses classiques. Mais très rapidement, on va aller sur des sorties urbaines. Ce qu'on propose aux élèves, c'est d'explorer la ville dans laquelle ils habitent, la ville ou le village ou l'environnement en tout cas, en milieu réel, c'est-à-dire avec de la circulation, de manière à ce qu'ils soient capables de connaître les itinéraires cyclables les plus adaptés, qu'ils soient capables d'identifier les aménagements cyclables, qu'ils soient capables d'identifier les endroits dangereux. Et avec cette adaptation-là, on va vraiment donner ce pouvoir à l'élève. On s'affichera du coup en complément du savoir rouler qui, à l'école primaire, consiste à, certes, savoir rouler pour pouvoir être sur en voie ouverte à la circulation, mais en réalité, le savoir rouler, il se fait qu'en milieu fermé. Donc, on va apporter quelque chose. Mais le VTT, évidemment, ça reste une activité de pleine nature et les sorties en forêt vont être indispensables. D'abord parce qu'on va pouvoir aller plus loin que dans toutes les autres activités. Donc, on va pouvoir aller vraiment dans un milieu où on s'enfonce dans le milieu naturel ou dans un parc plus loin si c'est un grand parc ou en tout cas dans une zone périurbaine ou dans une zone urbaine mais dans un autre secteur. Voilà, on va vraiment pouvoir explorer et en explorant, on va forcément trouver des endroits où on va pouvoir lier la connaissance de l'environnement et la technique. Par exemple, si on fait du vélo le matin quand le sol est un peu humide, ben, ça va être essentiel. On va très rapidement comprendre qu'il va falloir adapter la trajectoire, réduire la vitesse, équilibrer le freinage. Et en s'adaptant ainsi à l'environnement, on va maîtriser un peu mieux la technique et maîtriser un peu mieux le VTT comme une activité de pleine nature. Aussi, faire ça et mieux connaître la nature, ça va permettre à l'élève de se rassurer et donc de pouvoir potentiellement plus tard mieux explorer la nature. Dernier point qui me paraît essentiel, c'est qu'en EPS, on peut apprendre à réparer son vélo. Parce que réparer son vélo, c'est ce qui va nous permettre plus tard d'être vraiment autonome pour faire du vélo. Je vous propose maintenant de passer à un deuxième temps qu'on ne va pas développer, mais qu'on va juste aborder. Pourquoi pas délocaliser certaines activités en extérieur? Alors là, on prend l'exemple du yoga, du parcours, du cirque, de la danse, du demi-fond qui serait peut-être du trail. Mais ces activités-là, en gardant leur logique interne, en faisant peut-être des petites entorses à certains principes, on pourrait les faire ailleurs. La danse, par exemple, elle pourrait se faire dans un parc où la scène serait un espace que les élèves choisissent. Tiens, notre scène, elle sera ici. Vous, le public, vous serez ici. Et puis sur notre scène, il y aura des éléments naturels qu'on pourra utiliser, soit pour se cacher, soit pour leur donner un rôle, soit pour s'appuyer dessus. Mais en tout cas, on va pouvoir construire une relation à la nature et ça pourrait même être une exigence de composition. Il faut que vous intégriez un élément naturel dans votre propos. Ça peut donner un peu de richesse aux propositions. Le dernier point qui me paraît le plus fort et qui va vraiment conclure ce qu'on va réaliser, c'est de réussir à créer, quelle que soit l'activité qu'on fait, mais une activité d'extérieur, la CO, le VTT, la danse, quelle que soit l'activité, réussir à créer un moment de partage et d'émotion en pleine nature en fin de séquence. Cet événement marquant, il va permettre de créer les émotions qui vont permettre la mémorisation, qui vont permettre une relation de plaisir, une relation positive à la nature. Et cette relation positive-là à la nature, c'est la condition pour que les élèves s'y engagent à nouveau, osent l'explorer, du coup, arrivent à faire évoluer leur mobilité, leur manière de se déplacer, puisqu'ils vont peut-être se rendre compte qu'on peut aller à pied quelque part, qu'on peut aller à vélo quelque part, et puis aussi plus la respecter parce qu'ils vont plus l'apprécier. Cet événement marquant, pour qu'il fonctionne, il me semble qu'il faut qu'il réponde à 5 critères. Le premier, c'est qu'il doit conclure un temps de travail, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être déconnecté de l'EPS, il doit conclure la séquence. Ça doit être aussi un événement, c'est le second point, qui doit être attirant, qui doit faire rêver, qui doit vraiment être donné envie et conduire au plaisir chez les élèves. Le troisième, c'est que il me semble que cet événement doit être détaché de toute pression scolaire. Donc pas de notes, pas d'exigence particulière, mais vraiment un événement qui est là pour conclure les choses de façon très positive. Quatrième, avant-dernier point, c'est que cet événement doit être long, de longue durée. Il faut qu'il laisse le temps à s'imprégner de la nature, mais aussi qu'il laisse le temps à l'informel, aux rencontres inattendues, à l'observation, à l'ennui peut-être aussi. Le dernier point, c'est que cet événement doit constituer un défi physique ou artistique. Il faut qu'on essaye de réaliser quelque chose ensemble.
Et ça sera notre objectif. Et c'est là où les émotions vont se construire collectivement. Dans mon collège, par exemple, à la fin de la séquence de VTT, toutes les classes de 4e font du VTT. À la fin, toutes les classes partent tour à tour pendant 2 jours sur un séjour à vélo. Et ce séjour, il a plein d'objectifs, mais il a aussi plusieurs défis. Le premier, c'est que sur le trajet, il va falloir faire un record. Il va falloir être la classe la plus rapide. Sauf que la classe la plus rapide, c'est pas celle qui a les meilleurs élèves. C'est la classe qui va être la plus solidaire, parce qu'on sait que ça va dépendre de ceux qui avancent le moins, la vitesse du peloton. Donc, il va falloir s'aider. Il va falloir contribuer à chacun, et il va falloir éviter les casses matérielles ou alors être capable de les réparer. Donc là, on met déjà un premier challenge ici. Le deuxième qu'on propose, nous, c'est dans une montée, un endroit particulier qui est un peu plus difficile qu'ailleurs, où les premiers vont réussir sans problème, mais pour monter pour laquelle les derniers, l'effort va être vraiment important. Et ben pour eux, les premiers vont aller au sommet et ils vont descendre et aider tout le monde. Et je peux vous assurer que ce moment-là de la montée impossible, quand tout le monde arrive à aller au sommet grâce à l'aide des autres, il y a quelque chose qui se crée dans le rapport aussi avec la nature et dans le rapport au dépassement de soi et la capacité à s'aventurer dans la nature. Le dernier aussi qu'on propose, nous, c'est une grotte qui est sur le passage, qui est pas très loin, une toute petite cavité, hein, où on peut rentrer juste une classe. Et ben, en se serrant bien, on arrive à rentrer, et en se collant aux parois et en découvrant ce milieu humide, froid, désagréable, sombre, et ben, on crée aussi une histoire qui est en lien avec la nature. Et de nouveau, on a espoir que ces apprentissages-là, qu'ils connaissent, qu'ils découvrent en lien avec l'environnement naturel, avec l'écologie aussi, vont prendre du sens et vont marquer leur mémoire et donner du sens un peu à leur engagement futur. Pour conclure, ce que je vous propose, c'est ces deux interactions écologie-EPS là qu'on peut envisager. On a vu que d'une part, l'EPS donne des pouvoirs d'action, donc rend service à l'écologie. Donne le pouvoir d'action de se déplacer sans moteur, on a vu, en marchant, en faisant du vélo. Elle donne le pouvoir d'action de connaître l'environnement naturel, puisqu'on va l'explorer et qu'on va apprendre quelques éléments, même si ça reste que de la sensibilisation, on n'est pas des professeurs de SVT, mais on a quand même quelques éléments qui vont nous rassurer, nous permettre de l'explorer. Et puis, du coup, en connaissant l'environnement naturel, on va aussi connaître l'environnement proche, donc on va savoir comment s'y déplacer, et on va peut-être mettre en lien la maison et le collège, ou le collège est un quartier où on a l'habitude de se rendre en voiture, on a l'habitude de se rendre en transport en commun, et pour pouvoir passer sur des mobilités douces. Dans un deuxième temps, dans l'autre dimension, c'est que l'éducation à l'environnement, l'écologie, va aussi se mettre au service de l'EPS, puisque certaines connaissances liées à l'écologie vont permettre d'être plus compétents. C'est ce qu'on a vu en C. Pour conclure, quand même, deux questions se posent. Et la première, elle fait écho aux aux réflexions de Guillaume Mollard, c'est que quelle est l'action la plus importante pour nous dans nos cours d'EPS? Eh ben, c'est sans doute de travailler sur les transports, parce que les transports, c'est 30% des gaz à effet de serre dans la vie de tous les jours. Donc, travailler sur les mobilités douces, permettre aux élèves de plus se déplacer à pied et de mieux savoir faire du vélo, c'est peut-être la priorité avant celle de connaître les essences d'arbres, par exemple. Et puis la deuxième réflexion, elle est sur comment nous, en tant que prof d'EPS, on peut assurer cette mission d'éducation au développement durable. C'est une injonction de le faire, et c'est aussi, ça apparaît dans les textes qu'on est formé pour faire ça officiellement. Qu'en est-il vraiment? Je pose la question à Bruno, tu vas nous répondre. Merci Benoît de ton intervention, mais peut-être que justement ce webinaire est l'une des contributions à cette formation-là. Alors, pour continuer cette soirée de l'éducation physique et sportive, nous passerons donc sur la dernière séquence qui est celle du kiosque. Dernier kiosque de l'année, quelques idées de cadeaux. Vous connaissez la maison d'édition Rue du Monde. Elle vient de fêter ses 25 ans d'existence. Une maison d'édition qui n'a cessé de réenchanter le présent et de lutter contre les injustices. Des regards poétiques et politiques sur le monde, des livres pour les parents que l'on offre aux enfants. Ce sont des cadeaux d'éducation populaire, des cadeaux que l'on offre aux enfants pour qu'ils imaginent et pensent un demain plus juste, où le sensible est une qualité et non pas une faiblesse. Quelques idées pour cette fin d'année chez Rue du Monde, 3 livres. Tous ensemble, on fait changer le monde. Le premier est Tous ensemble, on fait changer le monde de Rebecca June et Ximo Abadja. On ne va pas laisser les enfants se désespérer, ni de l'horreur de la guerre, ni par le dérèglement climatique ou l'injustice de la misère. Faire bouger le monde est toujours possible. Le livre raconte l'histoire de 13 mobilisations d'hommes et de femmes qui ont ensemble changé le monde.
du printemps arabe à la révolution chantée d'Estonie, en passant par la marche des suffragettes dans la boue pour le droit au vote des femmes au Royaume-Uni en 1907, le jeune lecteur ou la jeune lectrice découvrira des histoires pour réenchanter notre regard sur le monde. Et si tous les livres du monde, dans le même esprit, un livre sur la paix poétique, aux illustrations douces et chaleureuses. Si tous les livres du monde, le livre marque les 25 ans des éditions Rue du Monde. Le mot d'Alain Serre et les illustrations d'Aurélia Fronti vont vous faire entrer en 2023 avec l'espoir que la paix advienne. Un dernier livre, pour les plus petits, un abécédaire pour grandir avec l'alphabet. Cet abécédaire pour grandir avec l'alphabet, une lettre, une photo, un mot, un dessin. Finalement, ce n'est pas la peine de beaucoup parler pour raconter la vie. Autre publication pour les plus grands et les plus grandes, bien entendu, aussi pour que les adultes apprécieront. Les 30 destins d'alpinistes de Jessica Geoffriyen-Britten aux éditions Paulsen Jeunesse. L'auteur, en 130 pages, raconte les itinéraires extraordinaires de ces hommes et ces femmes qui cherchent à explorer le monde et les cimes. Il partage cette recherche du dépassement de soi, cette volonté de se mesurer à la nature et à soi-même, d'affronter les enfers pour en revenir régénéré, pour reprendre les mots de Bernard Jeu, lorsqu'il définit les activités d'épreuve à laquelle appartient l'alpinisme. Panard, une revue pour les sportifs et les sportives, une revue sans doute qui vient essayer de combler le vide laissé par l'arrêt de la revue des sports. Panard renoue avec la tradition littéraire des textes sur le sport. On ne parle pas ici que de résultats, mais de regards originaux sur les sportifs et les sportives, sur le sport. On y parle de N'Golo Kanté, de Maradona, de tennis, de vélo, de natation. Des regards politiques sur le sport et son évolution. Essayez pour sportiviser un peu vos lectures d'hiver, c'est bon pour la santé. Dernière chronique sur les nageuses, un film de Sally El Hosseini sur Netflix en ce moment, en novembre 2022, tiré d'une histoire vraie des deux sœurs, Sarah et Yousra Mardini, qui fuient la guerre en Syrie, pour continuer de rêver, continuer de vivre et de nager. Elles partiront sur la route avec d'autres pour essayer de rejoindre leur but. Un voyage vers la douleur de ce que nos sociétés font aux êtres humains. Douleur de la mer qui tue, les frontières qui trient et expulsent. Douleur de ces vies des gens ordinaires qui deviennent des réfugiés pour continuer d'espérer. Nageuses de bon niveau, elles vont continuer de s'entraîner pour participer aux JO. Le sport vient colorer d'espoir le film dans sa force d'émancipation. Un film poignant à regarder. Merci beaucoup à tous et à toutes et rendez-vous justement pour une soirée au fin du mois de janvier autour du vélo. Donc, ça donnera des suites un peu à cette soirée sur la question de l'écologie. Et tout début janvier, une soirée qui sera articulée avec la publication d'un programme alternatif et d'un DNB, un bac aussi alternatif, quoi, du moins alternatif. On ne sait pas trop à quoi, puisqu'il n'y a plus trop de contre-modèles proposés par l'institution, puisque chaque collègue doit se débrouiller. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et de bonnes vacances. À bientôt. Merci.